Je me suis réveillée aux soins intensifs pour découvrir une note froide sur ma table de chevet, écrite de la main de ma propre fille qui m'abandonnait pendant que mon cœur se battait encore pour la vie. Veuillez vous abonner. 68 ans, et voilà comment j'ai appris que l'amour familial avait ses limites. Pendant que les machines surveillaient chaque battement de mon cœur défaillant, pendant que je luttais contre la mort dans un lit d'hôpital, ma famille avait déjà commencé à effacer mon existence. La note était brève, presque administrative dans sa froideur. Maman, nous avons pris les dispositions nécessaires pour ton bien-être. Concentre-toi sur ta guérison. Les dispositions nécessaires. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une sentence. L'infirmière qui s'occupait de moi, Sylvie, une femme aux cheveux gris et au regard bienveillant, a remarqué ma détresse. « Votre famille reviendra, Madame Moreau », m'avait-elle dit en ajustant mon perfusion. Les familles ont parfois du mal à gérer ce genre de situation. Mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle n'y croyait pas vraiment. Elle avait vu trop de livides, trop de personnes âgées abandonnées dans ces couloirs blancs et froids. Pendant mes 3 semaines de convalescence, j'ai eu tout le temps de réfléchir. Chaque jour qui passait sans visite, sans appel téléphonique, sans même un message, creusait davantage le fossé entre ce que j'avais cru être ma vie et la réalité brutale. Ma fille Camille, que j'avais élevée seule après la mort de son père, ma fille à qui j'avais tout donné, avait disparu comme si je n'avais jamais existé. Mais ce n'était que le début de ma découverte. Quand je suis finalement rentrée chez moi, accompagnée d'une aide-soignante que l'hôpital avait insisté pour m'accompagner, j'ai trouvé ma maison transformée en chantier d'archivage. Des cartons étaient empilés dans le salon, mes affaires personnelles triées avec une efficacité qui m'a glacé le sang. Mes livres, mes photos, mes souvenirs de 50 ans de vie dans cette maison étaient méthodiquement empaquetés, étiquetés, catalogués. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé à l'aide-soignante, qui semblait aussi surprise que moi. C'est alors que Camille est apparue, sortant de la cuisine avec un dossier à la main et un air embarrassé qui ne lui ressemblait pas. « Maman, je peux t'expliquer. Nous avons pensé qu'il serait mieux pour toi d'être dans un environnement plus adapté à ton état de santé. J'ai trouvé une maison de repos magnifique à Suresnes, avec un jardin et tout ce qu'il faut. » Une maison de repos. À 68 ans. Après un simple problème cardiaque. « Et qui a décidé cela ?» ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. Elle a brandi une liasse de documents. « Tu as signé une procuration, maman, le jour où tu es entrée aux urgences. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais c'était nécessaire pour que je puisse m'occuper de tes affaires pendant ton hospitalisation. » Cette procuration. Je me souvenais vaguement d'avoir signé quelque chose, dans la confusion et la douleur, alors que les médecins s'affairaient autour de moi et que ma fille me tendait des papiers en me disant que c'était juste au cas où. Je n'avais pas eu la force de lire, j'avais fait confiance. Quelle erreur monumentale! Cette procuration ne t'autorise pas à vendre ma maison sans mon consentement, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma propre voix. Le regard de Camille s'est durci. Maman, sois raisonnable. Tu ne peux plus vivre seule après ce qui s'est passé. Cette maison est trop grande, trop difficile à entretenir. Et puis, nous avons déjà trouvé un acquéreur. Monsieur et Madame Dubois sont très intéressés, et leur offre est généreuse. Généreuse pour qui? Ai-je pensé, mais je n'ai rien dit. J'observais ma fille, cette femme de 43 ans que je ne reconnaissais plus, cette femme qui parlait de ma vie comme d'un dossier administratif à clôturer. Cette nuit-là, seule dans ma chambre que je ne reconnaissais plus tant elle avait été vidée de ses souvenirs, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je n'allais pas me battre contre eux. Je n'allais pas pleurer, supplier, ou essayer de leur faire entendre raison. J'allais simplement reprendre le contrôle de ma propre existence, silencieusement, méthodiquement. Le lendemain matin, après le départ de Camille qui était venue superviser le déménagement, j'ai appelé mon notaire, Maître Lefebvre, un homme que je connaissais depuis 20 ans. « Eleanor, j'ai été surpris d'apprendre que vous souhaitiez vendre votre maison », m'a-t-il dit au téléphone. « Votre fille m'a contacté, mais j'aurais préféré avoir votre confirmation directe. » Justement, maître, j'aimerais vous voir aujourd'hui pour réviser certaines dispositions. 2 heures plus tard, j'étais dans son bureau, lucide et déterminé. J'ai révoqué la procuration, repris le contrôle total de mes biens et mandaté Maître Lefebvre pour gérer la vente de ma maison selon mes propres conditions. Pas celles de ma fille. Pas celles des Dubois. Les miennes. « Vous êtes sûr de votre décision, Eleanor ?» m'a-t-il demandé, scrutant mon visage par-dessus ses lunettes. Plus sûr que je ne l'ai jamais été de ma vie.
Le processus a pris 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles j'ai vécu dans ma propre maison comme une invitée, observant les allées et venues de ma famille qui continuait à organiser mon avenir sans moi. Ils avaient même fixé une date pour mon installation à la maison de repos. Camille avait pris des photos de ma nouvelle chambre, me les montrant avec l'enthousiasme forcé d'une agente immobilière. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant tout ce temps, je préparais ma disparition. J'ai vendu la maison à un prix bien supérieur à l'offre des Dubois, à une jeune couple de médecins qui cherchaient désespérément une maison dans le quartier. J'ai vidé tous mes comptes bancaires, transformant mes économies de toute une vie en liquidité. J'ai récupéré tous mes papiers d'identité, mes documents importants, tout ce qui prouvait mon existence. Et puis, un matin de novembre, pendant que Camille était en réunion à son bureau et que mon gendre Pierre emmenait les enfants à l'école, j'ai simplement disparu. Pas de drame. Pas de confrontation. Pas de lettre d'adieu déchirante. J'ai pris le train de 7h47 pour Angers, avec une seule valise et une nouvelle identité que j'avais méticuleusement préparée. Éléanore Moreau était morte dans ce lit d'hôpital aux soins intensifs. Celle qui descendait du train à Angers s'appelait Nora Vittement. Nora. Un prénom que j'avais toujours aimé. Vittement. Un nom que j'avais composé à partir de vita, la vie en latin, et man, l'humain en anglais. Nora Vittement. La femme qui avait choisi de vivre. J'ai loué un petit appartement dans le centre-ville d'Angers, sous mon nouveau nom. Un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble du 19e siècle, avec une vue sur la Maine et des voisins qui respectaient la tranquillité. Pour la première fois depuis des décennies, je vivais selon mes propres règles, mes propres horaires, mes propres envies. Les premiers mois ont été à la fois libérateurs et troublants. Libérateurs parce que chaque décision m'appartenait entièrement. Troublant parce que j'apprenais à vivre sans l'identité que j'avais portée pendant 68 ans. Je n'étais plus la mère de Camille, la grand-mère de Louis et Emma, la veuve de Philippe. J'étais Nora, point final. C'est en me promenant dans le parc Saint-Serge que j'ai rencontré Clara, une jeune mère de 30 ans qui luttait avec sa fille de 4 ans, Léa, pour la convaincre de faire du toboggan. Léa était timide, accrochée aux jambes de sa mère, regardant les autres enfants avec envie mais sans oser les rejoindre. Elle a juste besoin d'un peu d'encouragement, ai-je dit à Clara, en m'approchant doucement de Léa. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais peur des toboggans aussi. Mais ma grand-mère m'avait dit un secret. Les yeux de Léa se sont illuminés. Quel secret? Elle m'avait dit que les toboggans étaient magiques, qu'ils pouvaient transformer la peur en rire. Mais il fallait fermer les yeux et compter jusqu'à 3 avant de glisser. 15 minutes plus tard, Léa dévalait le toboggan en riant aux éclats, et Clara me remerciait avec des larmes dans les yeux. Vous avez un don avec les enfants. Vous devez être une grand-mère formidable. Une grand-mère formidable. Cette phrase m'a suivi toute la soirée. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter régulièrement le parc, à bavarder avec Clara, à jouer avec Léa. Petit à petit, sans que je m'en rende vraiment compte, j'ai construit une nouvelle famille. Pas celle que le sang m'avait imposée, mais celle que le cœur avait choisie. Clara traversait un divorce difficile, elle était seule avec Léa, fatiguée par ses études d'infirmière et son travail à mi-temps. Quand elle a appris que j'étais disponible, elle m'a timidement demandé si je pourrais garder Léa quelques après-midi par semaine. « Vous me sauvez la vie, Nora » m'avait-elle dit. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais c'était moi qui aurais dû la remercier. Car Léa, avec ses petites mains qui cherchaient les miennes, ses histoires inventées et sa façon de m'appeler Nana Nora, m'avait redonné un sens à l'existence que je pensais avoir perdue. Pendant 2 ans, j'ai vécu cette nouvelle vie avec bonheur. J'ai appris l'aquarelle, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai découvert des plaisirs simples que ma première vie ne m'avait jamais permis d'explorer. Clara et Léa sont devenues ma vraie famille, celle qui me choisissait chaque jour, celle qui voyait en moi une personne et pas seulement une fonction. Et puis, un jour de printemps, alors que nous célébrions le 5e anniversaire de Léa dans le jardin de Clara, quelqu'un a filmé la scène. Une vidéo innocente d'une petite fille qui souffle ses bougies entourée de sa mère et de sa nana Nora. Clara l'a postée sur ses réseaux sociaux avec un message touchant sur l'importance des familles choisies. Cette vidéo est devenue virale. Non pas pour son message bienveillant, mais parce qu'un internaute avait reconnu mon visage et avait commenté « Mais c'est Éléanore Moreau. La femme qui a disparu il y a 2 ans. Sa famille la cherche partout. » En l'espace de 48 heures, mon passé m'avait rattrapé. Les journaux locaux ont repris l'histoire, parlant de la mystérieuse grand-mère disparue qui avait refait sa vie sous une fausse identité.
Ma photo circulait partout, accompagnée de témoignages de Camille qui jouait parfaitement le rôle de la fille éplorée. Nous n'avons jamais cessé de la chercher, déclarait-elle aux journalistes. Maman était fragile après son problème cardiaque. Nous pensions qu'elle avait eu un épisode confusionnel. Nous sommes juste soulagés de savoir qu'elle va bien. L'ironie était saisissante. Camille, qui m'avait abandonné dans un lit d'hôpital, qui avait voulu me parquer dans une maison de retraite, qui avait tenté de vendre ma maison sans mon accord, se présentait maintenant comme la fille aimante et inquiète. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est la réaction de Clara et Léa quand elles ont découvert la vérité. « Vous n'êtes pas vraiment Nora ?» m'a demandé Léa, ses grands yeux emplis de confusion. « Si, ma chérie. Je suis Nora. Nora Vittement. Eleanor Moreau, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne veux plus être. » Clara m'a serré dans ses bras. « Peu importe votre nom. Vous êtes la personne la plus authentique que je connaisse. Et si votre famille vous a fait assez de mal pour que vous préfériez disparaître, alors je comprends votre choix. » C'est grâce à Clara que j'ai trouvé la force d'affronter ce qui allait suivre. Parce que, évidemment, Camille est venue me retrouver. Elle a débarqué à Angers un jeudi matin, accompagnée de Pierre et des enfants. Je les ai vus arriver de ma fenêtre, Camille tenant une lettre à la main, Pierre traînant les pieds derrière elle, Louis et Emma regardant autour d'eux avec curiosité. Ils ont sonné à ma porte. J'ai attendu un long moment avant d'ouvrir, prenant le temps de respirer, de me préparer à cette confrontation que j'avais redoutée et espérée à la fois. Quand j'ai ouvert la porte, Camille s'est jetée vers moi pour m'embrasser, mais je suis restée immobile, les bras le long du corps. « Maman, enfin! Nous avons eu si peur. Pourquoi nous as-tu fait ça? Pourquoi es-tu partie comme ça ?» Sa voix tremblait, et pour un instant, j'ai cru déceler une émotion sincère. Mais quand j'ai vu Pierre consulter sa montre et Louis qui s'ennuyait déjà, j'ai compris que c'était encore du théâtre. Je ne suis pas partie, Camille. Je suis revenue à la vie. Mais enfin, maman, nous sommes ta famille. Tu nous as manqué. Les enfants ont demandé après toi. Vraiment? Ai-je dit en regardant Louis et Emma, qui évitaient soigneusement mon regard. Et qu'est-ce que vous leur avez dit quand ils demandaient? Le silence qui a suivi a été éloquent. Nous leur avons dit que tu étais malade, que tu avais besoin de temps pour guérir, a finalement murmuré Camille. Malade. Oui, c'est plus facile à expliquer qu'abandon, n'est-ce pas? Pierre a toussé, mal à l'aise. Éléanor, nous comprenons que tu aies pu te sentir délaissée. Mais nous pensions vraiment agir dans ton intérêt. Après ton accident cardiaque. Mon accident cardiaque, Pierre, ne m'a pas rendu incapable de prendre mes propres décisions. Il m'a juste montré qui j'étais vraiment pour vous. Camille a sorti sa lettre, une feuille froissée qu'elle avait manifestement relue plusieurs fois. J'ai écrit tout ce que je voulais te dire, maman. Toutes nos excuses, nos regrets. Je sais que nous avons mal agi, mais nous étions perdus, nous ne savions pas comment gérer la situation. Tu peux revenir à la maison, nous avons tout arrangé. Ta chambre t'attend, nous avons annulé la maison de repos, nous. Camille, les jeux interrompus doucement. Quelle maison? Quoi? Tu dis, tu peux revenir à la maison. Quelle maison? Vous avez vendu la mienne, souviens-toi. Son visage s'est décomposé. Nous avons une chambre pour toi chez nous. Une belle chambre, avec vue sur le jardin. Tu pourrais voir grandir les enfants, nous pourrions. Être une famille, ai-je terminé. Camille, nous n'avons jamais été une famille. Nous étions des gens liés par le sang qui cohabitaient par obligation. Les mots sortaient de ma bouche avec une clarté qui me surprenait moi-même. Pas de colère, pas de ressentiment. Juste la vérité, simple et nue. Mais enfin, maman, tu ne peux pas dire ça. Nous t'aimons. Non, Camille. Vous m'aviez besoin. C'est différent. Vous aviez besoin que je garde les enfants, que je participe au repas de famille, que je joue le rôle de la grand-mère disponible et discrète. Mais quand j'ai eu besoin de vous, quand j'étais entre la vie et la mort dans ce lit d'hôpital, où étiez-vous? Emma, ma petite fille de 11 ans, a levé les yeux vers moi. Papa nous a dit que tu étais devenue folle, que c'était mieux de ne pas te voir. Le silence qui a suivi ces mots innocents a été assourdissant. J'ai regardé Pierre, puis Camille, puis à nouveau les enfants. Et j'ai compris que rien de ce qu'ils pourraient dire ne pourrait réparer ce qui avait été brisé. Merci d'être venu me voir, ai-je dit calmement. Mais je ne reviendrai pas. Éléanor Moreau est morte aux soins intensifs il y a 2 ans.
Elle a été abandonnée par sa famille au moment où elle avait le plus besoin d'eux. Moi, je suis Nora Wittmann, et j'ai construit une vie où les gens me choisissent pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur apporter. Camille a éclaté en sanglots, un mélange de vraie détresse et de manipulation qui ne me touchait plus. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous rejeter comme ça. Nous sommes tes enfants. Non, Camille. Vous êtes les enfants d'Eleanor. Moi, je n'ai pas d'enfants. Mais j'ai une famille qui m'aime. Comme si elle avait senti le moment, Léa est apparue dans l'escalier, montant voir Nana Nora avec un dessin qu'elle avait fait à l'école. En voyant tous ces inconnus, elle s'est arrêtée, intimidée. « Viens, ma chérie, ai-je dit en lui tendant la main. Léa s'est approchée et s'est blottie contre moi, jetant des regards curieux vers cette famille qui me ressemblait mais qui semblait si étrangère. « C'est qui, Nana Nora » a-t-elle chuchoté. « Des gens de mon ancienne vie, ma puce. Ils allaient partir. » Camille regardait cette scène avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Était-ce de la jalousie? De la compréhension? Du soulagement? « Maman, a-t-elle dit une dernière fois, sa voix plus faible maintenant. Si tu changes d'avis? » Je ne changerai pas d'avis. Ils sont partis. Je les ai regardés s'éloigner depuis ma fenêtre, cette famille qui avait été la mienne pendant tant d'années et qui me paraissait maintenant si lointaine. Pierre parlait au téléphone, probablement déjà en train d'organiser leur retour à Paris. Les enfants traînaient les pieds. Camille regardait par terre. Ce soir-là, après avoir couché Léa qui avait insisté pour dormir chez moi parce que Nana Nora avait l'air triste, j'ai écrit une lettre. Pas pour eux. Pour moi. Chère Eleanor. Tu es morte il y a 2 ans dans un lit d'hôpital, abandonnée par ceux qui auraient dû t'aimer inconditionnellement. Tu as vécu 66 ans en te définissant par tes relations aux autres, fille, épouse, mère, grand-mère. Tu as donné ta vie pour des gens qui ont fini par la considérer comme acquise. Moi, Nora, je vis depuis 2 ans en me définissant par mes propres choix. J'ai découvert que l'amour véritable ne se négocie pas, ne se conditionne pas, ne s'impose pas. Il se choisit, tous les jours, dans les petits gestes et les grands élans. Clara et Léa m'ont appris que la famille n'est pas toujours celle que le sang nous donne, mais celle que le cœur reconnaît. Elles m'ont montré qu'on peut être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on donne. Alors merci, Eleanor, de m'avoir mené jusqu'ici. Merci d'avoir souffert pour que je puisse apprendre à être libre. Repose en paix. Moi, je continue à vivre. Avec tendresse et gratitude, Nora Wittmann. J'ai plié cette lettre et je l'ai rangée dans le tiroir de ma commode, à côté de mes nouveaux papiers d'identité et des dessins de Léa. Dehors, Angers s'endormait doucement. Dans l'appartement d'en face, Clara terminait ses révisions pour son diplôme d'infirmière. Dans le salon, Léa dormait sur le canapé, ses rencontraient la poupée que je lui avais offerte pour ses 6 ans. Et moi, Nora Wittmann, 70 ans, je regardais ma nouvelle vie avec la sérénité de celle qui a enfin appris à s'aimer. Car c'est cela, la vraie résurrection. Ce n'est pas revenir d'entre les morts. C'est apprendre à vivre pour soi, par soi, avec ceux qui nous choisissent autant que nous les choisissons. Eleanor avait survécu. Nora avait appris à vivre. Et c'est Nora qui décide, maintenant, qui mérite de connaître son histoire.